Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot consacrée aujourd'hui à François d'Assise. Si je vous dis Saint François, je suis sûr que ce nom va évoquer, comme à tous les chrétiens, une série d'images. Une petite ville, Assise, blottie sous une belle montagne d'Ombrie, la conversion brutale, la pauvreté, les stigmates, les fresques de Giotto dans la basilique d'Assise, mais aussi les religieux de son ordre, les petits frères, les frères mineurs, les cordeliers, les capucins, les franciscains. Plus que tout autre, François d'Assise, Saint François d'Assise, provoque des images, donne des idées et très tôt, dès son vivant, ses compagnons ont amassé des anecdotes compilées sous la forme des fioriti. Cette image un peu, à l'eau de rose, est-elle exacte? Comment comprendre la place de François d'Assise dans le XIIIe siècle? Qui sont les franciscains aujourd'hui? Nous allons aujourd'hui parler de François en compagnie de deux spécialistes, Pierre Moracchini, qui travaille à la Bibliothèque franciscaine des Capucins de Paris, et Ludovic Vialet de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit dans mon lancement, François d'Assise, c'est plein d'images, c'est quelque chose d'un peu... Enfin, on sent qu'il y a une légende dorée qui s'est très tôt mise en place. Alors, il faut quand même la raconter, cette légende dorée, mais je pense qu'il faut aussi la nuancer. Alors, qui se lance à nous raconter un peu la vie de François d'Assise? Allez, faites-nous les fioretti, messieurs. Alors, c'est l'histoire, pourrait-on dire de façon un peu simplificatrice, mais ça a été dit de façon simplificatrice longtemps, d'un fils à papa, entre guillemets, qui dilapide largement la fortune familiale. Le père est marchand à Assise, la mère a-t-elle été française, était-elle française, d'où ce surnom de François? Ça, c'est quelque chose que... Il y a des traditions. Hein. Il y a des traditions, voilà. En tout cas, Pica. il y a un pic, et c'est l'histoire donc d'une jeunesse dorée, et puis d'une conversion brutale, oui et non. Elle est, disons, brutale, elle est marquée par des épisodes qui sont des épisodes qui ont marqué, qui sont des épisodes brutaux, mais la conversion est progressive. François est né à la fin de l'année 1181, ou au début de l'année 1182, il a rêvé, mais là je ne veux pas anticiper, mais il a rêvé d'être aristocrate, d'être noble, ce qu'il n'est pas, hein, c'est un fils de marchand. Il a rêvé d'être chevalier, ça c'est extrêmement important, on en reparlera. Et en 1198, disons entre 1198 et 1203, François a probablement combattu. Il a voulu exercer le métier des armes. Il a peut-être tué, que sais-je, en tout cas, il a combattu. Et à partir de 1203, 1205, on entre dans un processus qui est un processus de conversion, avec les épisodes sur lesquels on reviendra sans doute, qui va déboucher, disons à partir de 1209, 1210, sur la création d'une fraternité et très vite, en quelques années, d'un ordre religieux. Juste un point peut-être sur le lien à la France, parce que tu parlais de son père. Son père faisait des voyages régulièrement en France. Le nom de François est un rapport direct avec le nom des Francs. François connaît le vieux français, enfin je veux dire, il s'exprime quand il chante, quand il parle en langue, François parle en français, je veux dire. Et il est inspiré de culture courtoise et tout, enfin c'est quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire, qui n'est pas un intellectuel, mais qui est en même temps quelqu'un qui a des rudiments de connaissances et de... C'est important, c'est pas... à la fois c'est pas un intellectuel, et c'est quelqu'un qui est, je crois, comme beaucoup de bourgeois de son époque, enfin... Qui est profondément le fruit de son époque. Oui, imprégné de valeurs féodales, imprégné d'une certaine ambition. On parlera de dame pauvreté sans doute tout à l'heure. François est est un jeune homme qui cherche à se distinguer. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on associe évidemment son projet à l'humilité extrême, à la pauvreté extrême. C'est aussi une façon de se distinguer, ce qui peut donner à François une certaine ambiguïté. Et en ce qui concerne l'usage du français, ce qui est intéressant chez François d'Assise, c'est qu'il utilise le français lorsqu'il veut surmonter sa honte, surmonter sa peur, une fois la conversion révolue, de mendier. Quelqu'un qui a pendant des années a rêvé d'être un aristocrate et qui se met à mendier, qui plus est dans le périmètre de sa ville de naissance, Assise et les environs, donc s'expose à la honte, s'expose au quolibet de ses anciens compagnons de fête. François utilise le français parce qu'il transforme cette humiliation en quête. En quête chevaleresque, la quête du Graal, si vous voulez. Et le français, un peu comme cette langue, la langue des troubadours, quoi. C'est la langue, tout à fait. voilà. C'est la langue des chansons de gestes. Le prénom de François, il faut le préciser, c'est Jean.
Jean le Baptiste. François est un prénom qui est rare à l'époque. C'est un prénom peu usité. Alors, cette fameuse conversion qu'on imagine avec les fresques de Giotto, il se dépouille de son manteau et va se réfugier dans celui de l'évêque. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est spectaculaire? Est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est une légende? Il y a évidemment quelque chose de très particulier avec François, c'est qu'il y a eu des relectures après. Je crois qu'on ne peut pas séparer. Il y a un rapport, par la suite on a parlé de François comme un alter Christus, un autre Christ. Mais il y a un rapport très net entre François et le Christ, c'est que la question des textes qui nous permettent d'accéder à François comme au Christ est du même type finalement. Parce qu'il n'y a pas un seul texte pour connaître le Christ, il n'y a pas un seul texte pour connaître François. Oui. Il y a une combinaison de textes. Bon, on y reviendra tout à l'heure. C'est la question, ce qu'on appelle la question franciscaine. Mais je veux dire, retrouver le François tel qu'il a vraiment vécu, comment les choses se sont passées. Eh bien, on a autant de témoins, autant de regards finalement sur cette conversion. Et donc, certaines légendes ont plus accentué sur certains épisodes, d'autres sur d'autres. Alors justement, ces textes, on les trouve où? Commençons tout de suite un petit peu de bibliographie. Alors, on a un volume qui s'appelle vulgairement le totum, totum des sources franciscaines. Le tout, c'est l'ensemble des sources. On a à la fois les écrits de François, on a même quelques autographes. On parlait de François tout à l'heure qui savait lire et écrire. On a 2 autographes de François. On a des textes des prières qu'il a composées, on a quelques bribes de règles, enfin bon, il y a son testament, et puis ensuite il y a des biographies, il y a toute une série de légendes qui posent des questions souvent très complexes parce qu'elles sont articulées les unes par rapport aux autres, elles ont été inspirées par des milieux qui voulaient défendre, qui voulaient défendre tel ou tel aspect de François, parce que très rapidement, je crois que François est une personnalité complexe. François, c'est pas uniquement les petits oiseaux, c'est pas uniquement ceci, c'est pas uniquement les stigmates, c'est une personnalité complexe et on peut en prendre. C'est à la fois l'ermitage et c'est la ville. Et on peut choisir dans François, finalement. Oui. Mais je crois quand même que pour en rester quelques instants au texte, il faut avoir à l'esprit que la géographie, c'est-à-dire l'écriture des vies de saints, qui est le sport national du Moyen-Âge, le principal, et surtout de ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, donc jusqu'au XIe, XIIe siècle, en étant large, c'est vraiment un genre littéraire, avec tous les codes que ça implique. Je parlais tout à l'heure, je disais, on a fait de François d'Assise un fils à papa de façon simplificatrice, parce qu'il y a évidemment ici le lieu commun, hagiographique, inspiré de la vie de Saint-Augustin. Forcément, pour que la conversion soit belle, il faut que la vie d'avant la conversion, soit une vie de péché. Il faut noircir un peu le tableau. Voilà. Donc il y a ce topos hagiographique. Cette habitude. Voilà, cette habitude. La première biographie de François, c'est Thomas de Celano, qui a été un proche de François, un de ses premiers disciples. Il en écrit 2 d'ailleurs à quelques années d'intervalle. Thomas de Celano commence en disant il y avait jadis dans la vallée de Spolète un homme dénommé François. Chiara Frugoni, dans un petit ouvrage qu'on peut montrer, qu'on peut conseiller, qui est une petite vie de François d'Assise, très simple et très fine, le dit. Il était une fois dans la vallée de Spolète un homme prénommé François. Ça fait vraiment une espèce de façon très facile de commencer une histoire. En fait, c'est le premier verset du livre de Job. Oui. C'est le premier verset du livre de Job, donc c'est tout sauf quelque chose de simplificateur, c'est tout sauf une sorte de facilité de langage. Et en même temps, il y a des faits derrière. Il y a des faits derrière. Alors, c'est quoi ces faits? Rapidement, les quelques moments clés de la vie de François. Je dirais qu'il y a la rencontre avec le lépreux. Oui. La rencontre avec la lépreux, le découvert du pauvre et de la fraternité avec ce pauvre. Il y a la rencontre avec les premiers compagnons, parce que finalement, il le dit dans son testament, je crois que c'est quelque chose d'important, ça, quand Dieu m'a donné des frères. Finalement, François suscite de la fraternité. Et pour moi, l'essence même du franciscanisme, que je retiens moi le plus dans le franciscanisme, plus que la pauvreté, parce que la pauvreté pour moi c'est une conséquence, c'est être frère. Vivre ensemble, parce qu'on est fils du même père, on vit la fraternité, être frère. Et François, bon, il y a des gens qui viennent, il y a même des prêtres qui peu à peu vont vouloir
a participé à la fraternité primitive, à cette fraternitas primitive. Donc il y a la découverte de la fraternité, il y a le lien avec l'Église, oui. Il y a la captivité aussi, Voilà, pendant oui. 1 an quand même, en 1203, 1 an enfermé, ça fait réfléchir. Et ça a Pour fait quelle réfléchir. Il combattait contre Pérouse. Assise est une ville qu'on va qualifier de bourgeoise, où les bourgeois, marchands, artisans aisés ont pris le pouvoir en chassant en 1198 les vieux aristocrates qui se sont réfugiés à Pérouse, ville rivale. Et parmi ces aristocrates, il y a notamment la famille de Claire, la première petite fleur. En 1203, les Assisiates combattent la ville de Pérouse. C'est une défaite cinglante et François va rester en captivité 1 année, traité comme un noble d'ailleurs, parce que les hagiographes le disent, il avait les manières, les mœurs d'un noble. Et il s'est largement entraîné pendant plusieurs années. Mais au retour de la captivité, et là je crois que derrière la géographie, l'historien, sans faire une psychologie trop facile, peut toucher la réalité historique. Au retour de la captivité, François n'est plus le même, incontestablement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc les frères. Les frères, il y a François qui se met au travail, la fraternité, et il faut réparer des églises. Répare mon église, c'est ce qu'il trouve dans les textes. Et quand on va à Assise, quand on va à Saint-Damien, quand on va à la petite église de la Portiuncule, qui est dans cette grande espèce de grande église baroque là, de Sainte-Marie des Anges, vous avez à l'intérieur une toute petite église, vous avez vraiment des églises sans doute qui ont été réparées par François. François s'est vraiment fait... Au sens propre, c'est-à-dire... maçon. Maçon. Maçon, il se fait maçon. Et il passe aussi son temps à quêter pour avoir un peu d'argent, pour acheter des pierres et pour pouvoir construire ses églises. Alors, il y a aussi quelque chose qui me paraît important, c'est que, et c'est ce qu'on va célébrer en 2009, il y a un anniversaire important, c'est 1209, c'est le moment où la première petite fraternité va aller à la rencontrer le pape et lui proposer une forme de vie, sa forme de vie, et il va y avoir une première approbation du pape à ce moment-là. Et je crois que ça c'est aussi important dans toute l'histoire franciscaine, c'est ce lien très fort entre François et l'Église. Je veux dire, il y a toujours une volonté de la part de François, à la fois une grande liberté et une volonté de faire authentifier et conforter son message par le pape. Et je crois que ça va donner... Dans la méfiance. Dans la méfiance quand même. Oui. Disons qu'Innocent III approuve oralement. Ah oui, la méfiance de la part de l'Église. De la part de l'Église. Ah oui, d'accord. On va parler de la part de François, il y a de la part de confiance. François. Oui, il y a de la confiance. De la part de l'Église, il y a une intelligence et une méfiance mêlées. D'accord, oui, une prudence, on va dire. Voilà, c'est vrai que la première règle de vie n'est rien d'autre qu'une mise bout à bout de morceaux de l'Évangile. Et il aurait fallu quand même être d'une audace folle, ou d'une folie forcément audacieuse, mais assez inconséquente, d'ouvrir cette porte peut-être trop facilement. Et Innocent III va se contenter, et c'est déjà beaucoup, d'approuver oralement l'épisode historique est mal avéré, mais je crois qu'on peut l'accepter. Ah oui, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose. C'est au moins une approbation orale de la part d'Innocent III, qui est l'un des grands papes, si ce n'est le plus grand pape de l'histoire médiévale, parce qu'il fallait beaucoup d'intelligence pour comprendre qu'il y avait là une carte à jouer pour renouveler l'Église. Oui, c'est ça. Et la papauté, je crois, pendant toute son histoire, et encore aujourd'hui, a utilisé finalement l'ordre et a utilisé cette carte. Enfin, je veux dire, comme tu dis, avec intelligence, mais avec prudence ou méfiance, ça dépend le mot. Voilà, il y a un lien très fort. Oui, c'est sûr. Il faut imaginer, là aussi, mais on a tous en tête les Fioretti, le film qui est fascinant et en même temps qui encourage largement le côté mièvre, justement, des Fioretti. Il faut imaginer un François hirsute, c'est un petit homme, il est en haillons, il n'a jamais pris soin de l'habit, ce qui est tout à fait intéressant. Et en même temps séduisant. Et séduisant. Et en même temps totalement séduisant. Certainement, oui. C'est le charisme. C'est ce que dans la famille franciscaine, on appelle particulièrement le charisme. Alors une fois que ça a été approuvé, il revient à Assise. Voilà. Alors il y a cet épisode, il va voir le sultan. Vous y croyez, vous ? On peut y croire.
On peut y croire. Et en tout cas, c'est important dans l'histoire franciscaine. Enfin, je veux dire, et je pense que, en tout cas, il y avait. C'est un peu gros. Enfin, je veux dire, c'est un peu. Enfin, on imagine les difficultés sans nombre pour aller se rendre auprès du sultan. De ce côté-là, il y a des sources. Il y a des sources avérées. Il y a des sources là-dessus. C'est vraiment. Bon, François rêvait de martyr, comme beaucoup de gens à son époque, beaucoup de chrétiens, Claire aussi rêvait de martyr. Il ne faudra pas oublier de parler. Tu en as parlé tout à l'heure de Claire, parce que Claire arrive tout de suite. Je veux dire, il reste pas entre eux. Une petite fraternité d'hommes. Il y a quelques années après, il y a Claire. Vous avez tout de suite des femmes qui veulent vivre à la manière de François. Et ça change tout. Oui. Et ça change tout. Et pendant toute l'histoire de l'ordre, et encore aujourd'hui, finalement, cette Claire qui veut vivre à la manière de François, ça change tout. Enfin bon, on reviendra peut-être sur cette... Mais moi, je pense que l'épisode est avéré. L'épisode est avéré, il n'y a pas de... Vraisemblablement. On a notamment Jacques de Vitry, qui est un homme d'église important, séculier, donc ça n'est pas un moine, qui nous a laissé une histoire orientale, c'est le titre. Jacques de Vitry l'atteste. John Tolan, qui est professeur à l'université de Nantes, a patiemment récolté tous les indices de la présence de François. François a vraisemblablement tenté au moins une fois, peut-être deux, d'aller en Orient dans les années, très tôt, dès les années 1209, 1210 et puis entre 1212 et 1214. Et vraisemblablement en juin 1219, il s'embarque. C'est pas si difficile que ça, en 1219, de s'embarquer pour l'Égypte, et puis ensuite la Syrie. On est après la 4e croisade, la 5e croisade qui a été décidée par le concile au moment du concile de Latran IV. Donc il y a des flux important, et François est allé jusqu'en Égypte et jusqu'en Syrie. Après, là où les problèmes se posent... Est-ce qu'il a converti le sultan? Il n'a pas converti. Surtout, il est ressorti vivant. Oui, il est ressorti vivant. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà beaucoup. Il a manifestement traversé les lignes ennemies, et il est allé trouver le sultan, et il essaye, et c'est ça qui est très novateur, il essaye de le convaincre. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, de quel côté que l'on se poste, du côté de la foi ou du côté de l'histoire, de l'historien, du travail scientifique, c'est le message franciscain. Pour la première fois, on essaye de combattre par la parole, par la conviction, quitte effectivement à être martyrisé, beaucoup plus que par les armes. Et chez François, là, il y a quelque chose de nouveau que l'on peut accepter. Il y a deux démarches différentes, parce qu'à pratiquement à la même époque, donc il y a François qui rencontre le sultan et qui a sans doute une conversation assez courtoise avec lui. Et puis il y a des frères de François qui vont au Maroc et qui, eux, vont avoir une attitude beaucoup plus démonstrative, finalement, de leur conviction, et qui aussitôt se font massacrer. Ça finit mal. Voilà, ça se passe mal. Voilà. Donc, les premiers martyrs. Et dans l'histoire de l'ordre, de temps en temps, on va valoriser ces martyrs. Et aujourd'hui, dans le cadre du dialogue interreligieux, au contraire, on va davantage valoriser... Finalement, la rencontre avec le sultan, c'est un peu l'icône, aujourd'hui, du dialogue interreligieux. Et aujourd'hui, tous les historiens, alors les historiens, mais aussi les frères à l'intérieur de l'ordre, vont énormément valoriser cette rencontre au détriment peut-être d'autres formes, comme celle des martyrs, qui pourtant sont pratiquement de la même époque. Donc tout ça est toujours occasion de relecture. Je veux dire, aujourd'hui, si on parle de cette rencontre du sultan comme quelque chose de si important, ça témoigne de quelque chose. Il y a 50 ans ou il y a 100 ans, on n'aurait pas dit de la même manière. Bon, alors ensuite, les stigmates? Les stigmates, oui. Il y a des choses avant. Oui. Il y a des choses avant. Oui. Disons que François est en Orient. Il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, le chapitre dit des Nattes, chapitre des Nattes, donc assemblée des frères de l'ordre, en 1219 vraisemblablement, chapitre des Nattes parce qu'il a fallu disposer pour qu'ils puissent se reposer des nattes en osier, aurait rassemblé plusieurs milliers de frères, vraisemblablement, 3000, 5000. Ça aussi, c'est quelque chose que les historiens peuvent accepter. Songez qu'il y a des couvents franciscains dans le royaume de France, au Puy-en-Velay, à Clermont, à Vézelay, dès le début de la décennie 1220. Donc plusieurs milliers de frères. C'est dire que la fraternité primitive est devenue une grosse machine, un ordre religieux. Et François est en Orient lorsqu'il revient assez précipitamment parce que les choses, et on va y revenir, ne vont pas bien, parce qu'il a eu des nouvelles qui ne le satisfont pas. Il revient, 1221, un projet de règle qui n'est pas accepté
par les frères et par la papauté. Donc on appelle ça la regula non bullata, parce qu'elle n'a pas été bullée, authentifiée par une bulle pontificale. Et 1223, alors la règle, la seule et unique règle franciscaine, dont on peut penser qu'elle ne satisfait pas François. Même si elle conserve des traces de la fraternité primitive. Il y a un chapitre, c'est je crois le chapitre 7, où on dit encore que par exemple le supérieur d'une province, le provincial, peut être un non-prêtre. Ça, c'est encore dit dans la règle de 1223. Parce qu'à ce moment-là, déjà, il y a un mouvement de cléricalisation de l'ordre. Comme je vous disais tout à l'heure, finalement, François séduit tellement qu'il y a en particulier des lettrés, des clercs, des prêtres qui rentrent en masse dans l'ordre. Et peu à peu, ces gens-là, on va leur donner le pouvoir et on va confondre un peu finalement cette cléricature avec les charges de l'ordre finalement. Et les charges, peu à peu, vont être réservées aux clercs. Lors même, il faut le rappeler, que François n'était pas prêtre. Voilà. Alors là, il y a toute la question de savoir s'il était diacre. Il a revêtu les ornements, les habits de diacre. Voilà, les sources parlent de lévitat. Mais qu'est-ce que c'est qu'un lévite, c'est ça. Il a revêtu les habits de lévite, c'est ce que disent un certain nombre de sources. Donc il y a, mais par exemple dans la règle de 1223, et c'est ça ce qui va servir pendant toutes les générations de frères non prêtres pour défendre leurs droits, on dit bien que le supérieur provincial peut être un non-prêtre. Et pendant toute l'histoire de l'ordre, on va voir des gens qui vont s'accrocher sur ce chapitre 7 en disant, voyez ce qui a été écrit dans le chapitre 7, des frères non-prêtres peuvent être supérieurs. Il y a mais donc il y a ce phénomène de cléricalisation qui est très important. Indispensable. Cette règle de 1223, elle contient quoi en gros ? Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que le projet initial de François est un projet dangereux. Il est très proche de ce que vivent les Vaudois qui sont condamnés pour hérésie et qui vont faire l'objet de plusieurs croisades jusqu'au début du XVIe siècle, où les Vaudois d'ailleurs passeront à la réforme protestante, choisiront de passer du côté calviniste. Donc fin XIIe, début XIIIe siècle, vouloir vivre comme François et ses premiers frères, c'est encourir l'accusation d'hérésie. Le prix à payer pour sauver son expérience primitive, c'est la cléricalisation. La reconnaissance de l'Église, on est dans les années, encore une fois, du Concile de Latran IV, 1215. Le prix à payer, c'est une cléricalisation. François le sait, il y va à reculons quand même. Il y va à reculons tout en ayant toujours un discours qui est un discours de respect pour l'Église. C'est ça qui est assez intéressant. Son projet, c'était quoi ? Pardon. Oui. Son projet, c'était quoi ? C'était simplement de vivre ensemble, de vivre en frères. De vivre en frères. Je pense que véritablement. En quoi c'était hérétique ? En quoi les Vaudois ont été condamnés ? Qu'est-ce qu'il y avait de mal ? Alors, les Vaudois ont été condamnés pour leur pauvreté absolue, mais bon, le modèle évangélique, effectivement, oui, mais c'est toute l'ambiguïté. On peut être condamné au XIIe et XIIIe siècle parce qu'on veut respecter à 100% l'évangile. Ce qui suppose de remettre en question un certain nombre de cadres sociaux, économiques, politiques. Et à partir du moment où vous menacez ces cadres, eh bien, vous êtes considéré comme hérétique. L'hérésie est un moyen de soumission à l'Église. La menace d'hérésie. Une menace d'hérésie, voilà. Oui, mais l'hérésie est aussi, dans ces années-là, à travers le XIIIe siècle, l'hérésie va devenir un instrument de contrôle. C'est-à-dire que l'hérésie sert à beaucoup de choses. Donc le projet de François, c'est vivre en frères, c'est suivre nu le Christ nu, donc dépouillement total et remise en question de l'argent en particulier. Donc de toute une économie de plus en plus monétarisée qui se développe au XIIe et XIIIe siècle, et que François refuse. En particulier l'argent. C'est la pauvreté absolue. Vous voulez dire qu'en gros, c'est une sorte d'altermondialiste, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau système qui se met en place, et lui joue les troubles faits en disant non à la mondialisation, non au règne de l'argent, etc. Non au règne de l'argent. Je dis mondialisation, c'est une transposition, mais c'est simplement, c'est ça le problème. Oui, ce qui est intéressant, c'est, pour rester dans l'actualité, un autre monde est possible. Voilà, la comparaison s'arrête là, si vous voulez. Oui, mais l'idée, c'est que face aux évolutions, qui sont les évolutions des villes d'Italie, c'est-à-dire de ce qui se fait de plus dynamique économiquement, de plus en avance dans les techniques commerciales, les techniques tout court, eh bien, François refuse un certain nombre d'évolutions
qui mène à la paupérisation. Il y a des gens qui sont pauvres, mais il y a aussi des gens qui le deviennent, hein, donc du phénomène de déclassement. Et puis François refuse des évolutions qui brisent des solidarités anciennes, des fraternités. Donc François propose un autre modèle de vie en toute humilité. C'est-à-dire que l'idée de François, c'est un petit groupe. François n'a jamais eu, en tout cas au départ, hein, Pierre, je crois qu'on peut le dire, la prétention de bouleverser les choses et de créer un ordre religieux. Je crois que la comparaison avec les dominicains, de ce point de vue-là, est très éclairante. Parce qu'il y a très nettement chez Dominique, dès le départ, une volonté de créer un ordre et de tout soumettre finalement à la question d'évangélisation, l'annonce de la parole, la prédication. La prédication. Tout va être soumis à cette... Alors, de fait, on trouvera aussi des frères mineurs qui seront des prédicateurs, mais ça ne vient qu'après. Le projet primitif de François, c'est vivre en frère. Hein, c'est vivre en frère, c'est pas du tout, comme tu dis, fonder un ordre religieux, c'est vivre en frère, avec toutes les conséquences que cette fraternité peut avoir, c'est-à-dire une non-utilisation de l'argent, mais c'est aussi une stricte égalité entre tous les frères. Bon, tu es prêtre, tu es théologien, mais tu peux venir, mais tu es frère. Mais tu fais la vaisselle. Mais tu fais la vaisselle. Oui, c'est très important. On reparlera peut-être de la vaisselle tout à l'heure, parce que ça me paraît très important, ça. Hein, tu fais la vaisselle comme les autres. Et pour faire tout de suite un aller-retour avec le présent, pour moi, c'est une belle expérience de déjeuner avec des frères mineurs, des franciscains ou des capucins, et puis on fait la vaisselle après, et puis on te dit « Ah, bah tiens, celui avec qui tu as fait la vaisselle, c'était un frère évêque ou un frère cardinal. » Bon, on n'en a rien su pendant le repas. Mais c'est un frère cardinal, ou un frère prêtre, ou un frère évêque. Je veux dire par là que... Alors je ne dis pas que ça a été... là, on touche un peu un idéal, c'est jamais la réalité, mais je crois qu'il y a vraiment un idéal à ce niveau-là, qui continue à séduire. Moi qui me séduit. On est tous égaux, on est tous frères. Hein, et on prend au sérieux les exigences de la fraternité. L'autre pilier, je reviens sur la pauvreté, c'est le refus de la propriété. Alors pour François, posséder quelque chose, c'est dénier à l'autre l'usage de ce que je possède. Donc c'est pas bien. On n'a pas à posséder, et la pauvreté, là encore pour poursuivre la comparaison avec Dominique et les dominicains, chez les franciscains est un absolu. Et on retrouve le vocabulaire courtois de François, c'est dame pauvreté, que François va servir. C'est la dame, et l'autorité chez François est féminine. La figure féminine est très importante. Je crois qu'on peut évoquer ici la figure d'un historien contemporain, Jacques Dallarin, qui s'attelle depuis plusieurs années à la résolution de cette fameuse question franciscaine, c'est-à-dire de cette construction de textes, cette enquête qui est à mener pour construire et déconstruire la vision que les textes du XIIIe siècle ont donnée de François. Jacques Dallarin, dans ses ouvrages, a bien vers montré... une résolution de la question française. Ça, c'est le dernier né. C'est le dernier ouvrage. Ça vient tout juste de paraître. Il est tout frais. Voilà, une résolution de la question franciscaine. Oui. Chez François, c'est un absolu. Chez Dominique, Pierre, la pauvreté est davantage vue comme le corollaire d'une bonne prédication. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du travail de proximité. Vous voulez toucher les gens. Il faut se souvenir que Dominique combat les cathares et surtout ceux qui sont sensibles au discours des cathares, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui veulent justement plus d'égalité, plus de simplicité. Dominique les combat par la parole et part du principe que s'il montre l'exemple, eh bien, on l'écoutera. Face à une Église que les fidèles considèrent comme en partie discréditée au début du XIIIe siècle, Dominique se dit, montrons-leur l'exemple, comme les cathares, soyons aussi pauvres qu'eux, et nous serons entendus. Chez François, c'est vraiment un absolu. C'est vraiment un absolu. La pauvreté, rien que la pauvreté. Le refus de la pièce de monnaie, encore une fois, qui est un excrément. François il va très loin, quoi, je veux dire. Il va très loin. On ne touche pas à l'argent. On ne touche pas à l'argent. Ça rend, dès le début, c'est ce qui est fascinant aussi pour les historiens, parce que ça met en branle toute une série de processus, de techniques. Ça montre tout de suite l'impossible propositum vitae, comme on disait en latin, projet de vie. Comment voulez-vous mendier, vivre de la mendicité dans un monde qui est un monde d'une économie pré-capitaliste au XIIIe, XIVe, XVe siècle, sans toucher une pièce de monnaie?
C'est impossible. C'est impossible. Tout le drame franciscain est là. Enfin, c'est vraiment un drame. Je veux Oui, dire, parce que- c'est intéressant parce que finalement, on avait prévu dans le conducteur de l'émission de parler de l'histoire de l'ordre. Mais on voit bien qu'en fait, tout est dès Non, la vie de François. mais bien Les sûr. problèmes sont déjà là. Mais bien sûr, mais bien sûr. Tout bien est sûr. mal posé. Mais bien Tout sûr, est bien bien sûr. posé et mal Oui. posé. Bien sûr, bien sûr. François n'a jamais eu pour ambition de cadenasser un projet. Il sait ce qu'il veut, mais les choses sont compliquées. Elles peuvent être vécues à 10, à 20, à 30, et puis ça se complique. Ouais. C'est Oui, ça. vous disiez, le drame est là. Bah oui, parce que je dirais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire la pauvreté Est-ce qu'on va la sécurité sociale Est-ce qu'on va vivre de la sécurité la pauvreté, ça va jusque. Par exemple, la pauvreté, c'est ne pas jamais faire de réserve. Ne jamais avoir. Alors, est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui totalement sans réserve? Est-ce que je n'ai pas à avoir de carte de crédit sur moi? Est-ce que, ça veut dire, toutes ces questions-là sont toujours, sont tout le temps. Et c'est pour ça que je crois que c'est quelque chose qui traverse toute l'histoire de l'ordre. Il y a constamment un désir de revenir, un rêve, de retourner à cette fraternité primitive qui a connu ses problèmes, certainement, mais il y a une espèce de rêve, et toute l'histoire de l'ordre peut se raconter sous ce mode-là. Et encore, on a tous entendu parler des franciscains du Bronx, il y a quelques années, c'est à New York, je veux dire, mais c'est ni plus ni moins que finalement la réactualisation d'un désir de la fraternité primitive, je veux dire. Ce qui suppose une réforme permanente. Oui, et c'est bien là le problème. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que donc, ce projet de vie n'est pas tenable. Donc, dès la mort de François, 1226, François est minoritaire au sein de l'ordre, et on peut imaginer, je crois, que les années 1220 pour François sont des années de déception. Il va mourir déçu, je crois qu'on peut le dire, mais là aussi, on ne peut pas sonder les cœurs, ni les cœurs, ni l'âme de François, mais c'est des années difficiles. Les frères sont déjà partagés. 1228, il est canonisé, c'est un record, une canonisation express. On va utiliser la figure de François pour l'Église, pour la pastorale. 1230, une bulle pontificale, ce qu'on appelle la bulle Coelongati, lâche du lest. Et en particulier en autorisant le maniement de l'argent dans le projet franciscain. Il faut savoir que celui qui édicte cette bulle est donc le pape. Le pape, qui avant d'être pape avait été protecteur de l'ordre, c'est un proche de François, c'était le cardinal d'Ostie, Hugolin, qui devient pape sous le nom de Grégoire IX, et qui va partir du principe qu'il connaissait bien François, donc il connaissait l'intentio de François. Et comme il connaissait l'intention de François, eh bien, il peut justement assouplir la règle et notamment dénier au testament, ce texte auquel François tenait, qui était un texte accompagnant la règle, eh bien, le pape va dénier au testament de François toute force de loi, dirait-on aujourd'hui. Et au moment de la réforme, par exemple, des Capucins, un des critères de la réforme des Capucins, c'est de dire aux frères, on prend au sérieux le testament. Oui, alors faisons une petite. Là, on va faire un saut historique. J'ai parlé capucin, franciscain. Quelle est la différence? Bon, c'est très compliqué, mais il y a quelque chose que vous avez oublié. Il ne faut jamais l'oublier. Ah, pardon. C'est la question des femmes. Non, mais je veux dire, moi j'y tiens beaucoup. Oui, mais c'est la question des femmes. Oui. Je veux dire, il y a tout de suite Claire, il y a les Clarisses, il y a aussi un mouvement pénitent de séculiers. D'hommes et femmes mariés. Oui. Alors évidemment, tout n'a pas commencé avec François. Il y a tout un mouvement de pénitents qui accompagne, mais qui peu à peu va se structurer et qui va donner des figures comme celle d'Élisabeth de Hongrie. Élisabeth de Hongrie, dont on célèbre cette année un anniversaire. Elle est née en 1207, qui a été la première femme franciscaine canonisée, puisqu'elle est canonisée en 1235. Donc c'est très 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 tôt, une figure très très importante. Avant Claire. Avant Claire. Claire est encore vivante à ce moment-là. Claire meurt en 1253, donc il y a tout un mouvement qui accompagne. Je veux dire, il faut jamais séparer les frères de la famille franciscaine. Alors, un petit peu de... Le projet était très différent quand même, du même coup. Les Clarisses ne vivent pas la même chose que les frères. Évidemment. Parce que le projet de François est impossible à réaliser pour des femmes. À l'époque, au moins à l'époque. C'est ça. Oui, au moins à l'époque. Pendant plusieurs siècles quand même. C'est ça qui est intéressant aussi, entre autres, c'est que Claire vient, François d'ailleurs lui coupe les cheveux, c'est-à-dire qu'il se permet d'effectuer un acte que normalement il n'aurait pas
dû se permettre. Mais François n'a pas de projet pour Claire. Claire, qui est une belle personnalité, une personnalité forte, aurait vraisemblablement aimé justement plonger dans cette vie. Elle va se battre jusqu'à sa mort en 1253, jusqu'à sa mort pour essayer de faire reconnaître que les Clarisses veulent la pauvreté absolue. Mais Claire et les premières Clarisses à Saint-Damien sont cloîtrées. Et le projet des Clarisses va être un projet de vie dans le cloître. Donc, de vie retirée, c'est ça. C'est la même famille, mais la réalité historique fait que... François s'adapte. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de projet de départ, mais François prend ce qui vient d'une certaine manière. Prend ce qui vient, mais ne trouve pas les solutions. Ne trouve pas forcément les solutions, mais ça donne après, effectivement, une famille franciscaine qui me paraît, et qui va constamment pas avoir des rapports faciles, parce que finalement, le rapport entre François et Claire est assez dissymétrique. Claire est demandeuse vis-à-vis de François. Elle veut vivre comme lui, elle veut... François a un rapport un peu compliqué vis-à-vis des femmes. À la fois, il aime la relation avec Claire, et en même temps, toute l'histoire de l'ordre est là pour prouver que les frères veulent vivre tranquillement dans leur ermitage ou faire de la prédication, et pas avoir à se charger de la charge démoniale. Et constamment, donc, il y a ce rapport un peu conflictuel, et en même temps de fraternité. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que cette fraternité, elle va se vivre au niveau de la famille franciscaine. Voilà. Parlons enfin de cette famille franciscaine. Oui. Alors, franciscain, c'est le terme global. Je crois que franciscain, c'est un terme de fait qui peut être connoté pour tout le monde, je veux dire. Oui. Alors après, nous avons quoi? Nous avons des capucins. C'est un terme tardif. J'insiste, c'est un terme qu'on trouve dans les documents au début du XVIe siècle. C'est-à-dire ce qui est assez fascinant, c'est que la figure de François est omniprésente et justifie justement les mouvements de réforme au XIIIe, au XIVe, au XVe siècle. On veut, au sein de l'ordre, revenir au projet de François. Et on est parfois condamné, avec des bûchers au début du XIVe siècle. Dans les années 1310-1320, le pape Jean XXII fait brûler des franciscains, mais là c'est l'historien qui parle, dit spirituels. Ensuite, on aura les fraticelles, des franciscains extrêmes. Donc il y a ce mouvement permanent, cette espèce de moteur interne. Au XVe siècle, ça sera ce qu'on appelle l'observance. Justement, observer la règle avec quelqu'un comme Jean de Capistran ou Bernardin de Sienne. Donc il y a un moteur interne qui pousse en permanence vers la réforme au nom, donc le retour à François, au nom de l'intentio de François, mais en même temps, le mot de franciscain n'existe pas. Et c'est lorsque l'ordre va imploser en 1517, qu'il y a tellement eu de dissensions qu'en 1517, le pape décide d'entériner une réalité, le fait qu'il n'y a plus d'unité de la famille franciscaine. Parce qu'auparavant, il s'appelle frère mineur. Il s'appelle frère mineur. Jacques de Vitry, qui est un des premiers à nous dire fratres minores, comme les sorores minores d'ailleurs. C'est lui qui utilise les deux expressions. C'est un phénomène qu'on voit souvent, c'est-à-dire que dans les mots, désormais, se traduit une unité qui n'existe plus dans la réalité. Donc 1517, ça explose. Ça explose. En quoi? Et l'histoire est faite de ces divisions, de ces ruptures. On parlait de drame, je crois vraiment que c'est constamment, puisqu'on constate tous finalement l'incapacité qu'on a d'observer vraiment la règle, on finit toujours par se diviser. Donc il y a 1517, il y a une première rupture entre d'un côté des observants et puis de l'autre côté des frères qui vont donner une branche qui existe toujours aujourd'hui, qu'on appelle les conventuels, les frères mineurs conventuels, les franciscains conventuels. Si vous allez à Assise, au Sacro Convento, vous les trouverez. C'est eux qui ont ou si vous allez à Padoue, au sanctuaire de Saint-Antoine de Padoue, c'est aussi eux que vous trouverez. On les reconnaît à quoi? Ils sont noirs. Ils ont un habit noir. C'est plutôt sombre. Depuis le XVIIIe siècle, ils ont un habit très noir. Alors eux vivent en couvent. Eux vivent en couvent. Eux vivent en couvent, oui, tout à fait. Plutôt des grands couvents d'ailleurs, plutôt des couvents un peu importants. Et puis alors, cette branche des observants, elle va continuellement susciter de nouvelles réformes. Bon, l'histoire en est assez compliquée, mais c'est là-dedans que va naître, dans les années 1520-1525, la réforme dite des Capucins, qui, elle, va donner une branche qui est, elle, aujourd'hui autonome. Parce que la difficulté, quand on se réforme, c'est toujours de dire, si je me réforme, est-ce que je reste dans le groupe pour essayer de réformer tout le monde, ou est-ce que je me mets à côté, je me sépare de tout le monde pour dire, moi, je vais être un vrai réformateur, mais je me sépare. Et il y a toujours eu ces deux tendances, finalement. Par exemple, les Récollets, qui est un nom qui me dit quelque chose aussi. Les Récollets, c'est des réformateurs, mais qui ont voulu rester à l'intérieur. Les Capucins, eux, ils ont dit,
On se casse d'une certaine manière, hein. Mais il y a un peu de ça. Hein. Oui. Il y a un peu de ça. On prend notre autonomie. Ils existent encore. Alors les capucins existent toujours. Alors on les reconnaît comment, eux? Alors les capucins, Très oui, On peut en parler. entomologie du C'est franciscain. important cette question du vêtement. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont en brun et ils ont un capuchon extrêmement pointu, un capucin, c'est Oui. extrêmement pointu, qui est d'un seul tenant avec la bure. Et c'est très important parce qu'il y a eu aussi beaucoup de querelles au niveau de l'habit. Et donc, donc, on a parlé des conventuels qui Oui. sont en noir, les capucins avec leur capuchon très pointu et qui tient à l'habit. Et puis le troisième, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les franciscains, c'est-à-dire que tout, en gros, au temps de Léon XIII, toutes les réformes ont été unies. Donc c'est donc le 19e Léon siècle. XIII, c'est oui, Voilà, c'est ça, jusqu'en c'est 1903. 1897, je crois. Donc il y a eu une volonté de réunifier, et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les frères mineurs, ou appelés en France assez souvent les franciscains. Oui. Voilà. Alors eux, on les reconnaît comment? Alors, eux ont aussi un capuchon, mais ils ont une espèce de mosette qui va jusque-là. Vous voyez, ils sont en brun, Oui. mais une mosette, c'est-à-dire que le capuchon s'enlève. Hein, il y a un habit, ils ont la bure, mais le capuchon s'enlève. Voilà. Hein. Bon, c'est ça peut apparaître des petits détails, mais je veux dire, ça permet de les distinguer. Ceci dit, en France, beaucoup de frères ne portent pas l'habit. Bon. Hein. Et alors du côté des Clarisses, est-ce qu'il y a aussi ce genre Alors, de... exactement les mêmes. Il y a les mêmes, je dirais, à chaque réforme. Il y a les Capucines. Bien sûr, il y a eu des Clarisses observantes. Je veux dire, chaque réforme d'homme a donné sa réforme féminine. Hein, avec peut-être encore plus de complications parce que la règle de Claire finalement aura moins de succès dès le départ et il y a la bienheureuse Isabelle de France avec le monastère de Longchamp qui a créé une autre règle de Clarisse qu'on appelle les urbanistes. Ce qui fait que l'histoire des femmes, finalement, est encore plus compliquée que celle des hommes. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des petits ordres religieux qui se sont greffés comme ça dans la famille, sur l'arbre franciscain. Je pense à un arbre qui est vivant aujourd'hui, qui est l'arbre de l'Annonciade. Hein, les religieux de l'ordre de la Vierge Marie, l'Annonciade, fondée par un franciscain, le père Gabriel Maria, et une reine de France, Jeanne de France, qui naît dans les années 1500 et qui est une branche mariale. Bon, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas en France, mais par exemple, je pense, si vous allez en Amérique du Sud, vous rencontrerez par exemple des conceptionnistes. Les conceptionnistes, c'est aussi une branche mariale, avec des couvents, avec des monastères un peu partout. Et tout le problème, c'est le problème de la pauvreté. Enfin, c'est ce rapport à l'autorité et à la pauvreté, on va dire. Oui, on peut dire ça. Oui. L'obéissance est très importante. C'est-à-dire, vous avez, si on replonge un petit peu dans le temps, disons qu'au départ, au XIIIe siècle, et du vivant même de François, il y a déjà ceux qu'on appelle à l'époque les zelanti, donc les plus zélés, et puis ceux qui vont devenir les conventuels, qui sont partisans effectivement de l'implantation urbaine, de couvents et d'un mode de vie plus pragmatique, plus réaliste, parce que tout le monde ne peut pas être comme François. Chez les zelanti, on va déboucher sur donc les spirituels que j'évoquais tout à l'heure. Ça se gâte à partir des années 1280. Certains sont brûlés dans les années 1310-1320. Et on aura au XVe siècle les fraticelles, qui sont des groupes qui sont réfugiés dans les montagnes d'Italie du centre, qui vivent, qui sont combattus. Donc on a des groupes de marginaux qui se réclament au XVe siècle de la pauvreté absolue. Et puis il y a cette observance, Bernardin de Sienne, Jean de Capistran en particulier, Colette de Corbie, donc un mouvement de réforme, mais qui n'est pas marginal et qui va même devenir majoritaire. En 1517, l'observance est devenu l'ordre. C'est eux qui prennent le sceau, qui prennent... Alors, il y a la pauvreté, mais le débat se situe aussi énormément autour de l'unité de l'ordre. Ce qu'on va reprocher justement aux observants, et on a des débats entre les grands intellectuels du XVe siècle, et il y en a chez les franciscains, ce qu'on va reprocher à certains, c'est justement de briser l'unité de l'ordre. Et c'est tout aussi important que la pauvreté. C'est-à-dire que vous avez des conventuels au milieu, dans les années 1450, je pense à quelqu'un comme Matthias Döring en Allemagne, qui est l'ennemi intime de Jean de Capistran, dans un contexte politico-religieux troublé. Döring dit, bon, la pauvreté, c'est bien beau, mais vous, regardez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de briser l'unité franciscaine. Et ça, c'est très important. On parle de la tunique de François que vous êtes en train de déchirer, de mettre en pièces. Exactement comme la tunique du Christ, finalement. C'est toujours l'espace le plus fécond pour ça. Il y a l'Italie, certes, mais il y a la péninsule ibérique, qu'on ne connaît pas très bien. Il y a toute une activité des historiens espagnols, mais les années franquistes jusqu'en 75 n'ont pas forcément favorisé le développement de l'historiographie, donc il y a un rattrapage qui se fait. Il faut penser qu'à la fin du XVe siècle,
les franciscains ibériques sont les plus importants. Numériquement, c'est dans la péninsule ibérique qu'il y a le plus de franciscains. Et vous avez des expériences qui sont des expériences sur des îlots côtiers au Portugal ou dans le sud de l'Espagne, dans des terreaux naturels qui sont propices à l'érémitisme. Vous avez des expériences avec de superbes vues sur la mer, parfois, voilà. en même temps. Je veux dire, Donc, on ça veut a dire toute quoi petite cellule, on n'a pas, Voilà. on peut pas s'étendre complètement. Nu-pieds, la Nu-pieds, question des mais on a pieds une nus superbe est vue sur la mer en même temps. Voilà. Et Pierre d'Alcantara va vivre dans ces lieux-là en même temps, qui existent toujours. Enfin, souvent, un certain nombre de ces petits couvents. Enfin, je pense aux vacances qui arrivent, il faut aller par là. Voilà, mais là vous avez des mouvements qui sont des mouvements parfois groupusculaires. Certains sont condamnés. J'insiste là-dessus en historien parce que certains sont condamnés. Et Jean de Capistran, qui est donc le fer de lance de l'observance franciscaine, n'est pas le dernier à faire condamner. On peut considérer que l'observance franciscaine du XVe siècle, Jean de Capistran en tête, est le principal fossoyeur de ses prédécesseurs, donc les franciscains spirituels, parce que Jean de Capistran les considère, eux, comme des révolutionnaires, ou en tout cas des gens qui vont trop loin. Donc les choses sont compliquées et elles amènent aussi à faire exploser cette dichotomie entre révolutionnaire ou conservateur. Qui est révolutionnaire dans l'affaire, qui est conservateur? Un franciscain est-il révolutionnaire ou conservateur? Eh bien, c'est bien compliqué et c'est tout à fait... on pourrait l'appliquer à la plupart des groupes ou des mouvements sociaux ou politiques du XXe siècle. Alors, on a vu donc l'histoire de François, on a vu le message de François, on a vu que ce message, en fait, conditionnait l'histoire de l'ordre. Il nous reste une grosse poignée de minutes, on va dire. J'aimerais quand même que l'on termine la vie de François et que vous nous disiez juste quelques mots de l'ordre actuellement, où on en est dans la recherche. Alors, rapidement... les stigmates, parce que quand même ça intéresse les gens. Qu'en dit l'historien? Et puis c'est important. C'est pas que ça... Non, mais je veux dire, c'est essentiel dans la... Les stigmates ont posé problème dès le début. Les stigmates ne sont pas acceptés par la majorité des membres de l'Église. Alors, il faut avoir à l'esprit que François, sur son lit de mort, de son vivant même, est déjà considéré comme un saint. On se prépare à essayer d'attraper la dépouille. Il y a un grand enjeu. Le frère Élie, qui est un proche de François, qui est destiné à prendre la suite, est tout à fait conscient de ces enjeux-là. Donc la stigmatisation de François pose problème parce que dès les années qui suivent la mort et la canonisation de François, eh bien, on est très réticent. Pourquoi est-ce qu'on est très réticent? Parce que si François est stigmatisé, il est alors totalement l'alter Christus, l'autre Christ. Il ne peut pas y avoir deux Christ. Ça va très loin. Accepter qu'un être humain soit marqué comme le Christ dans sa chair. Et puis on va avoir un phénomène, alors sur la réalité historique, l'historien s'arrête là, excroissance de chair peut-être, il faut dire François est malade, il est très malade. Il s'est passé quelque chose à l'Alverne. Voilà, il est très malade, il a une ophtalmie purulente, il est malade du foie, de la rate. Bon, on a des maladies de peau, a-t-il attrapé la lèpre? Je ne sais pas. Mais ce que peut dire l'historien, ensuite c'est un objet de foi, c'est que les stigmates posent problème, que petit à petit, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, eh bien, l'idée va faire son chemin, mais que c'est quelque chose de très controversé. Et on a des débats intellectuels de très haut niveau. Les universitaires de Paris, la grande université du XIIIe siècle, montent au feu. Les franciscains d'un côté, les dominicains, les deux ordres ont toujours été très rivaux. Et puis on va faire passer l'idée des stigmates de François, mais la stigmatisation n'est pas quelque chose qui a été accepté tel quel dès les premiers temps. Il s'est passé quelque chose à l'Alverne. L'historien serait tenté de dire que ça relève davantage de la pathologie et ensuite de la construction idéologique au service de l'ordre. Et le frère Élie, qui finira d'ailleurs par être destitué, mais le frère Élie mène un combat qui est un combat politique, au sens noble du terme. Enfin, en tout cas, un combat de pouvoir. Je vous ai vu hausser les sourcils quand il a dit pathologique. Non, mais on peut faire une lecture comme ça de l'événement. Le franciscain, le croyant peut peut-être lire les choses autrement. Je pense qu'il y a dans les stigmates une rencontre, une manifestation, j'ai du mal à en parler, je veux dire, mais intime entre le Christ et François, je veux dire, mais moi je reste prudemment en bas de l'Alverne, je veux dire, je ne sais pas trop quoi dire de cette expérience. Mais je crois que l'historien peut dire, il s'est passé quelque chose.
Maintenant, après, on en fait d'autres. Les lectures que l'on veut dans la prière, dans une fraternité. Il y a la force du psychisme aussi. Voilà, oui, oui. On a depuis le XIIIe siècle des cas de femmes, régulièrement, pas seulement, mais notamment de saintes. Je crois que l'idée est importante. Qu'est-ce qu'on propose à une jeune femme au XIIIe siècle et pendant des siècles pour se consacrer à Dieu? On lui propose rien d'autre que le cloître. Et donc, un combat qui ne va pas être un combat tourné vers le monde, vers la pastorale, vers la mission, mais un combat contre son corps. Et ça va expliquer, alors l'interprétation peut évidemment être considérée comme ce que vous voulez, agnostique, scientifique, mais bon, en historien, et je crois en historien ouvert, ça va expliquer bien des phénomènes de mystique féminine jusqu'à la fin du 19e, début 20e siècle, voire au-delà, alors sans tomber dans les travers du docteur Charcot, ou de cette période où on s'intéressait à l'hystérie féminine. Ce qui est intéressant, et on peut poursuivre et tirer le fil jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces cas d'anorexie, notamment de jeunes filles qui veulent ressembler au top modèle, on donne un modèle à des jeunes filles, d'absolu. Qu'est-ce qu'on leur propose pendant des siècles pour se consacrer à Dieu? Eh bien, on va leur proposer. Vous allez un peu vite. Pas uniquement le cloître. On va leur proposer Pas uniquement le cloître. Il y a des sœurs grises. C'est l'anorexie sainte. Mais je veux dire, je rappelle qu'il y a des sœurs quand même, des sœurs grises, des sœurs franciscaines qui sont au service des hôpitaux dès le XIVe, XVe siècle, dans le nord de la France, dans les Flandres, il y en a partout. Tout à fait, Pierre. Et qui se consacrent. Pour en rester au problème de stigmatisation et au problème de transformation de son corps, non mais je ne vais pas plus loin, et c'est déjà beaucoup. Et je ne suis pas le seul à l'avoir écrit. Il y a des historiens se sont intéressés à l'anorexie sainte, les travaux de Jacques Maître aussi, en faisant appel à la psychologie. Il y a cet idéal-là, qui est un idéal qui est forcément tourné vers soi-même et vers le corps, et qui peut expliquer des phénomènes de transformation de son corps chez les femmes. À peine une minute. Juste pour si on a envie de creuser la question franciscaine, qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous avez apporté encore quelques livres. D'abord d'aller dans la bibliothèque franciscaine des Capucins, rue Boissonnade, qui est un peu un lieu important maintenant de rencontres, de dialogue, à la fois entre universitaires, entre les frères, entre tous ceux qui sont justement fascinés par François, avec des colloques, là il y a tout un fait, il y a une renaissance, il y a quelque chose, même si l'ordre est dans un état fragile, on peut le dire en France, il y a du point de vue intellectuel une renaissance, et je crois qu'elle est, elle est importante, elle est réelle, elle se manifeste. Et sinon, très rapidement... les ouvrages de Jacques Dallarin sur la question franciscaine. Il y a celui de... justement, il ne va pas le dire, parce que c'est celui de Ludovic Vialet et de Frédéric Meyer, qui s'appelle L'identité franciscaine, qui est le résultat de 2 colloques organisés donc à Clermont et puis à Chambéry, où des chercheurs européens venant un peu justement d'Espagne, un peu de tous les coins de l'Europe, je veux dire, continuent à confronter leurs recherches sur, et en particulier souvent des jeunes chercheurs, sur qu'est-ce que c'est qu'être franciscain au XVe, au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est d'être franciscain 3 siècles après François? Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci de ces éclaircissements. J'espère que ça donnera envie de poursuivre cette question franciscaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.